je me rappelle de cette anecdote, je la raconte très très souvent, de cette femme qui est en conférence et puis je lui dis, alors je sais plus le nom, mais je lui dis, il y a un tel à côté de vous, il est bien. Et la dame me regarde et me dit, il y a un problème parce que c'est mon neveu et il est toujours vivant. Et là, dans ma tête, je me dis, alors là, je comprends pas pourquoi on m'a induit en erreur. En plus, ça fait 5 ans que je fais ça, donc je me dis, bon, je m'excuse auprès de la dame. Et puis, la conférence se finit, elle sort dehors et elle revient. J'étais en train de ranger ma salle et elle me dit, mon neveu a eu un accident dans la route au début de cette conférence. Elle avait coupé son portable, donc elle a eu les messages qu'après. Et on a bien eu le contact. Voilà, ça a été la chose la plus incroyable qui m'est marquée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien en présence du médium hors norme. Et cette médium, elle s'appelle Céline Franou. Elle pratique la médiumnité depuis 20 ans. Elle le fait avec tout son cœur et tout son franc-parler. Dans cet échange, elle nous raconte son parcours, mais aussi son quotidien, ainsi que l'exercice pour lequel elle est très reconnue, celui de la médiumnité en salle. Alors je remercie très sincèrement Céline pour ce délicieux moment passé ensemble, et je vous remercie comme toujours pour votre fidélité, et vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Céline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Premièrement, pour commencer cette interview, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Alors bonjour Xavier et puis un grand merci également de m'accueillir. Donc je suis Céline. Alors pour ceux qui me connaissent pas, ça fait environ un peu plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Donc, je dirais pas le terme médium, j'aime pas trop parce que c'est toujours associé un peu dans le côté péjoratif. Mais je dirais que ça fait un peu plus de 20 ans que je répare les cœurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes perceptions, tu vois, de ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient de ton enfance? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un déclic sur cette connexion avec l'invisible? Alors en fait, ma grand-mère, elle avait ce don-là. Elle est décédée au moment où je suis née. Donc, elle avait dit, bien évidemment, moi je l'ai pas vu, mais ma cousine me l'a rapporté, qu'elle redonnerait son don à une de ses petites filles. Mon père, donc son fils, est décédé à la même date, pas de la même année, mais à la même date, et mon fils est né à la même date. Donc, en fait, pour bien résumer, voilà, c'est un don que j'ai depuis que je suis toute petite. Comment ça se matérialisait quand toi tu étais petite et comment tu as compris que ce que tu voyais, ce que tu percevais, tu nous diras d'ailleurs comment tu perçois, c'était pas ce que percevaient les gens normalement, quoi. En fait, petite, je crois qu'on a un peu du mal à vraiment se dire parce que je dis toujours, je pense qu'on en vient de l'autre côté quand on est petit, donc on voit pas trop la différence. Après, petite, j'ai toujours eu un réel penchant, et c'était assez impressionnant, pour, comment dirais-je, la vie après. Pour moi, les gens, ils n'étaient pas morts, les fantômes, entre guillemets, avec mes mots d'enfant, c'était réel. Pour moi, le cimetière, c'était que un endroit où... tu vois, je ressentais autour de moi, j'avais jamais l'impression d'être seule, j'avais jamais l'impression de m'ennuyer. Je le percevais pas comme je le perçois aujourd'hui, mais avec mes trucs d'enfant. Mais c'est difficile à expliquer. Ben ouais, et justement, à quel âge tu mets des mots sur ce que tu perçois, sur justement l'invisible? En fait, on va dire que c'est vraiment à l'adolescence, je suis au lycée. Je suis vraiment au lycée. Alors, à l'école primaire, je m'en aperçois quand même que j'ai des choses, mais c'est vraiment au lycée que ça va vraiment s'ouvrir et que là, je vais me dire, bon, j'ai quelque chose en plus que... Alors, je dis pas que les autres n'ont pas, mais je dirais que j'ai quelque chose en plus que les autres me disent pas et qu'ils ont peut-être aussi, mais que, en tous les cas, moi, j'ai et qui va ressortir de l'ordinaire. Mais j'en parle pas forcément, j'en parle à très peu de gens. D'accord, qu'est-ce qui fait que tu n'en parles pas? Parce que quand on est au lycée, on a un petit peu, quelque part, j'aime pas, les mots sont gros, mais peut-être un petit peu honte, un petit peu... on n'est pas dans le mood de se dire... Tu vois ce que je veux dire? On est dans le mood de l'adolescence, quoi. On n'est pas dans le mood des... T'as envie de ressembler aux autres, t'as envie de faire partie du groupe et du coup, t'as pas envie d'être différente, quoi, c'est ça? Exactement.
Puis tout de suite, même le peu de gens à qui j'en ai parlé, tout de suite, ça intrigue, on m'accapare et j'ai pas envie de ça à l'époque. Tu vois, je suis pas en âge d'avoir envie de, voilà. D'accord. Et alors, à quel moment tu comprends que ce pont avec l'invisible, ça va être ta vie? En fait, c'est au moment où mon père part de l'autre côté, donc en 2002, où au départ, je vais ressentir, on était très fusionnels, une grosse perte, et en même temps, j'ai toujours cette sensation quand même qu'il est là à côté de moi. Mais je souffre tellement que je me dis que cette capacité, eh ben, il faut peut-être que je la mette en œuvre pour d'autres. Donc, je vais pas me lancer tout de suite. Je vais être préparatrice en pharmacie, mais à côté de ça, je vais commencer à le faire à droite à gauche et ça va prendre une ampleur phénoménale. Et c'est là que je me dis que bon, c'est pas le métier que je veux faire, mais pourquoi pas, et ça va se lancer automatiquement. Et je suis partie là-dedans. D'accord, ça veut dire que presque tu l'as fait par contre-cœur, mais en disant bon, allez, on va voir ce que ça donne et puis on verra si ça me plaira, c'est ça? Enfin, c'est même pas ça, c'est que je me disais, au début, je vais le faire, bah voilà, alors pas pour s'amuser, parce qu'on s'amuse pas de ça, mais je vais le faire à mon temps perdu. Je faisais pas payer les gens, on le faisait comme ça, tu vois. Et puis en fait, ça prend une ampleur phénoménale, un truc de dingue. Tu vois, c'est un truc de dingue. Ma mère, elle a un resto, elle va me prêter la salle du resto pour faire des conférences. Première conférence, on est 7, on va finir à plus de 200 dedans. C'est voilà, ça prend une ampleur phénoménale. Ben ouais, la particularité, c'est que tout de suite tu vas faire des conférences, la médiumnité en salle, enfin type de salle. Toi, c'est un exercice qui te plaît? À l'époque, ça me plaît. Je me dis, je redonne le sourire aux gens, etc. Après, on le sait tous, quand ça prend de l'ampleur, on a toujours des critiques. J'ai eu du mal au départ à les accepter. Maintenant, je m'en fous en fait. Je vais aimer. Il y a des moments où je vais avoir envie d'arrêter. Ça a été comme ça tout le long de ma courte carrière depuis 20 ans. Mais je continue parce que j'aime quand même. Je sors satisfaite des fois en me disant j'ai redonné le sourire, même si sur une grosse salle je vais redonner le sourire à 200 personnes sur 250, et ben je me dis c'est toujours ça de gagner quand même. Ouais, c'est pas mal. Le ratio est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour en revenir à tes perceptions, comment tu perçois les défunts concrètement? Alors, en fait, ça va commencer au tout départ de ma vie. Donc, quand je suis petite, j'ai plus des sensations, de les avoir autour de moi, d'être parfois observée, etc. Donc, quand t'es petit, tu flippes, bien évidemment. Voilà. J'ai l'impression, par exemple, je me rappelle à la maison, il y avait un grand couloir. Je courais dans le couloir, enfin comme beaucoup de gosses, mais moi, j'avais vraiment cette sensation de n'être jamais seule. Ça, c'était incroyable. Et puis après, à l'adolescence, ça va être encore beaucoup de ressentis plus précis. Et après la mort de mon père, ça va être je les vois. J'entends au départ et je vois après. Donc tu les entends comme je te parle ou c'est ta voix interne? En fait, non, comme tu me parles. Alors après, ça peut passer aussi par des ressentis que je vais avoir à l'intérieur de moi, mais sinon, je les entends parler. J'ai des discours avec. Alors, ça va pas marcher chez tout le monde. Là, je ressors justement d'une consultation avec la dame. Ça a été mais génial, quoi. Ça a été top de chez top. Il y a des gens chez qui ça va être vraiment un vrai discours. Il y en a d'autres, ça va être plus flou. Ça, on ne sait pas pourquoi. Après, je ne vais pas trop chercher de l'autre côté le pourquoi du comment. Je suis ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'en gros, tu as développé, j'imagine, avec le temps, une sorte d'acceptation de la manière dont ça me parvient, c'est la bonne manière, c'est ça? Je laisse aller, je ne contre pas ce qu'ils me disent. J'écoute, je répète, je suis un perroquet. Je vais répéter tout ce qu'on me dit. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris, sans me prendre la tête, je suis quelqu'un de très simple. Sans me prendre la tête, et voilà, je fais passer les messages. D'accord. Mais oui, justement, le truc, c'est que, tu vois, contrairement à d'autres médiums, pour le coup, si toi, tu entends d'un point de vue externe, bon, le job, entre guillemets, il est plus facile, t'as juste à répéter, c'est ça? Bien sûr. Pas d'interprétation, entre guillemets. Non. Après, ça dépend. Des fois, j'ai des gens en face de moi où là, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et l'interprétation, donc je vais interpréter de ma manière, mais souvent, c'est assez fluide quand même. Ok. Et quand tu les vois, alors tu vois
des ombres, tu vois comme tu me vois moi, tu vois comment? De tout. J'aurais tendance à te dire que je vois par moments très clairement, des fois je vois moins, des fois je vais que les entendre, des fois je vais que les voir. Donc je suis désolée, j'ai un oiseau derrière. Et voilà, ça, en fait, ça va être, ça va dépendre des moments. Mais des fois, je les vois très bien, très clairement, aucun souci, quoi. Quand ils se présentent à toi, ces défunts, est-ce qu'ils se présentent généralement à l'âge où ils sont décédés, dans les circonstances, tu vois, ou est-ce que c'est plutôt l'âge qu'ils ont préféré? Eh ben, souvent, moi, je les vois plus jeunes, un petit peu plus jeunes. Et parfois, ils vont. En fait, tout dépend du contact. Il y a des gens qui vont se présenter plus jeunes. Il y en a qui, je vais dire à la maman, par exemple, ah bah votre fils il est parti, il avait tel âge, mais comme ça fait 12 ans, il a vieilli de l'autre côté. Il y en a qui ont perdu des enfants il y a 30 ans, mais je vais les voir encore enfants. En fait, je crois que tu as dit la réponse. Ils se présentent un petit peu comme ils ont envie. Un signe de reconnaissance, tu sais, de la façon dont on va les reconnaître. Est-ce qu'à chaque fois, quand ils se présentent, ils vont être en mesure de te donner ce qu'on appelle dans le jargon le détail qui tue, qui va permettre de les reconnaître? Alors, de toute façon, ils ont intérêt. Je suis un peu chiante là-dessus. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on vienne me voir et que le message soit je vais bien, coucou, salut. Moi, j'aime ce sens du détail. En fait, moi, je veux qu'on m'emmène. Alors c'est ça, ça va être, c'est un peu ma façon de dire, mais on va m'emmener dans les maisons des gens. Ça va être des images qui vont me passer par la tête. On va m'emmener et je vais aller chercher le détail dans la maison que personne ne peut savoir. La dernière fois, lors d'une conférence, je dis à une dame, votre maman, elle met son doigt devant la bouche. Alors j'ai une façon de le faire et elle me dit, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Et quand elle est rentrée, elle m'a envoyé la photo. Et en fait, il y avait une photo de sa mère et derrière, il y avait une statue où la statue, il y avait le doigt sur la bouche. Donc ça va être, voilà, ça va être des choses comme ça qui vont me montrer. Ça peut être un papier dans un placard, ça peut être un petit truc, mais je vais vouloir, moi, je veux la précision. Cette précision, elle a toujours été au rendez-vous de tes perceptions, ou c'est quelque chose que tu as su affiner ou demander avec le temps? Alors, elle a quand même été pas mal au rendez-vous, mais au fil du temps, j'arrive à l'affiner encore plus. Comment ça se passe? C'est-à-dire que tu demandes auparavant à avoir ce type de détail? En fait, je demande pas à communiquer avec eux, ils viennent s'ils ont envie. Une fois qu'ils sont là, par contre, je demande le détail. C'est-à-dire que bon, j'ai souvent les prénoms, etc., mais j'aime bien avoir le détail en plus, qui différencie tout. Et est-ce que ces défunts, ils ont toujours l'énergie suffisante pour quelque part aller te montrer le détail, le fameux détail, ou est-ce que parfois tu as la sensation que ils vont plutôt quand même insister sur le message, parce que j'imagine que eux, ce qui les intéresse avant tout, c'est la teneur du message qu'ils vont donner, quoi. Ils vont insister sur le message, mais ils vont aussi me donner le détail parce que en fait, pour eux, c'est important de donner ce détail. C'est un peu comme si nous, on est de l'autre côté demain, on va vouloir donner un truc. En fait, c'est leur signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance. Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'avec le temps, s'il y a un défunt qui est parti, je sais pas, disons, il y a 6 mois et un autre qui est parti il y a 20 ans, pour toi, c'est la même facilité de contact? Ça me change rien. Pour moi, hein, il y a des médiums chez qui ça va changer. Voilà, mais pour moi, ça ne change rien. On a eu des contacts où la personne venait de partir la veille. On a eu des contacts avec des gens qui sont partis il y a 35 ans. Voilà, mais pour moi, ça me change rien. Ça veut dire que pour toi, la notion de la fameuse notion dont pas mal de gens parlent, qui est le temps de repos, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas d'impact sur la qualité de ta communication? Alors, je dis pas que ça n'existe pas parce qu'ils ont quand même besoin d'apprendre de l'autre côté, mais c'est vrai que sur la communication, il y a certains certains envolés avec qui il est clair et net qu'on a eu et les gens pourront témoigner, avec qui on a eu des contacts directement. Ça, tu arrives à te l'expliquer, ou finalement, comme pour le reste, tu te dis, bah, si ce qui doit être est, quoi?
Voilà, exactement ce qui doit être. Et après, il y a des gens qui sont venus, leur père était décédé il y a une semaine, j'ai pas réussi. Et t'en as d'autres. Je me rappelle de cette anecdote, je la raconte très très souvent, de cette femme qui est en conférence. Et puis je lui dis, alors je sais plus le nom, mais je lui dis, il y a un tel à côté de vous, il est bien. Et la dame me regarde et me dit, bah, il y a un problème parce que c'est mon neveu et il est toujours vivant. Et là, dans ma tête, je me dis, alors là, je comprends pas pourquoi on m'a induit en erreur. En plus, ça fait 5 ans que je fais ça, donc je me dis bon, je m'excuse auprès de la dame. Et puis la conférence se finit, elle sort dehors et elle revient. J'étais en train de ranger ma salle et elle me dit mon neveu a eu un accident dans la route au début de cette conférence. Elle avait coupé son portable, donc elle a eu les messages qu'après et on a bien eu le contact. Voilà, ça a été la chose la plus incroyable qui m'est marquée. Waouh. Est-ce que pour toi, c'est compliqué émotionnellement de faire des contacts même après 20 ans? Tu vois, est-ce qu'il y a une portée? J'imagine qu'il y a des contacts qui sont plus émotionnellement impactants que d'autres. Est-ce que toi, comment t'arrives à gérer ça? En fait, j'imagine que comme les pompiers, les médecins, ils se blindent et tu te blindes au bout d'un moment. Après, il reste néanmoins des gens qui vont me marquer à vie, des histoires que je n'oublierai pas. Voilà, mais je vais réussir à me dire que quand je rentre chez moi, je ramène pas tout ça. Parce que sinon, bah, bien évidemment, quand j'ai commencé, je disais, oh là là, ça se trouve un jour ça va m'arriver, et comment je vais le vivre, etc. Et en fait, maintenant, j'essaye de chasser tout ça. Mais voilà. J'ai réussi à me blinder de ça. Par contre, je te dis pas qu'il y a des moments où je fais des communications avec certaines personnes, où je pleure pas non plus avec eux, où c'est très compliqué pour moi. Oui, parce que souvent, et je crois que c'est logique, la fonction de médium, c'est aussi, il y a une vraie capacité d'empathie, parce que c'est presque un prérequis. Donc, bah forcément, tu dois te laisser un peu embarquer dans les histoires des gens, et puis j'imagine dans certains profils, je sais pas, des enfants, des gens qui ont perdu des enfants, ça doit être des profils un peu particuliers, ça. C'est très particulier, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus avoir jamais de gens qui ont perdu des enfants. Et il y a aussi un truc, ça dépend de la personne que j'ai en face aussi. Il y a des personnes en face qui vont mais tu vois, ça me démolit le cœur. Des fois, ça peut être un truc même insignifiant. Tu vois, je pensais à cette dame aujourd'hui qui est venue, et ça peut te paraître bête, mais son chien est malade et elle m'a lancé une telle émotion que ça m'a fait énormément de peine. Et t'as des gens chez qui ça tout traverse à travers eux, à travers là-haut, à travers tout. C'est un tout en fait. Mais voilà, encore une fois, j'ai réussi quand même à me blinder et je fais mon boulot avant tout et puis après bah j'y pense et puis ça passe de toute façon Et justement quand tu reviens chez toi le soir, est-ce que tu déconnectes? Tu vois, est-ce que c'est de ses capacités, hein, j'entends. C'est-à-dire, est-ce que tu dis, ok, allez, les perceptions, c'est pour le boulot. À la maison, je suis une autre personne. J'ai cette capacité à commencer quand j'ai envie et à déconnecter quand j'ai envie. C'est-à-dire que je rentre, je n'y pense plus, je ressens plus rien. Je coupe. Et ça, c'était un deal qu'on avait fait un petit peu avec de l'autre côté, disant que c'est bien, je suis dispo, c'est mon boulot, je travaille assez, je travaille très dur. Mais voilà, au bout d'un moment, stop. Comment tu l'as fait ce deal? Comment tu en es arrivé à pouvoir t'assurer que ce deal, il allait bien être pris en compte? En fait, ça va faire rire un peu les gens, mais ça a été un deal entre moi et là-haut. Je veux bien faire ce métier-là, je veux bien aider, mais en échange, vous venez pas la nuit me chanter des chansons ou quand je rentre, je ne veux pas entendre parler de vous tout le temps parce que j'ai besoin d'avoir ma vie. Et ils m'ont répondu oui. Et toi, à l'inverse, par contre, reste toujours tel que tu es, ne change rien, reste toujours simple, sinon tu te brûleras les ailes. Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Qu'est-ce qu'ils entendaient par reste toujours simple? Ça veut dire prends pas le melon c'est ça? Exactement. Ne pas prendre le melon, n'est pas au-dessus des autres, rester simple, rester humble. Je suis très proche des gens, moi. Moi, je suis capable d'être en cabinet avec quelqu'un, de me lever, d'aller faire un câlin à la personne. Je suis je peux croiser des gens dans la rue, je vais parler avec eux. Voilà, je suis restée telle que j'étais, c'est-à-dire simple. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je dis plein de gros mots. Je suis pas très spirituelle de ce côté-là, mais c'est pas grave. Mais en fait,
mais avec ma gentillesse et mon honnêteté. Voilà. Hmm. D'accord, parce qu'on pourrait se dire, tu vois, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut savoir que tu as des délais qui sont assez longs parce que tu as beaucoup de succès. Et donc, on pourrait logiquement se dire, bah voilà, ça y est, tu vois, il y a un peu le star system qui s'enclenche. Mais du coup, pas du tout, c'est ça? Alors, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et je ne deviendrai jamais comme ça parce que je me rappelle déjà d'où je viens. Je me rappelle toutes les galères aussi que j'ai pu traverser dans ma vie. Je suis quelqu'un de très empathique, donc moi je vais avoir cette capacité à me trouver à la place de l'autre. Voilà. Donc non, je ne changerai pas et je suis pas au-dessus des autres en fait. Je suis une personne normale. Hein. Ouais, bah c'est bien de le rappeler parce que je l'ai dit souvent dans ce podcast. La médiumnité, c'est une caractéristique comme une autre, comme les gens qui ont un talent en cuisine ou pour jardiner ou pour faire de la musique. Mais ça n'en reste pas des personnes. Enfin, ça en reste des personnes comme d'autres, quoi. C'est exactement le même. Enfin, il n'y a pas de personnes qui soient au-dessus des autres, quoi. Exactement. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de personne au-dessus. On a des gens. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a des gens au-dessus dans le sens où leur âme va être tellement gentille qu'ils sont au-dessus de tout le monde parce qu'ils donnent. Mais voilà, c'est la seule chose que je peux percevoir chez les gens. Sinon, on est tous au même niveau. Ok. Dans ces contacts défunts, alors évidemment, tu captes ce qu'est le défunt et ce qu'il a à te dire. Est-ce que aussi, quand tu fais ça, quand tu es dans cet esprit de connexion, dans cet état de connexion, tu captes ce que la personne en face de toi, donc la personne qui est vivante, elle est profondément, tu vois? Est-ce que... Alors, j'arrive à le capter quand ça reste effectivement des gens qui viennent en rendez-vous. Quand c'est proche de moi, je capte moins. Mais quand c'est des gens qui viennent en rendez-vous, j'arrive vraiment à voir qui ils sont. C'est-à-dire que j'ai vu des gens rentrer très fermés sur eux, mais j'ai vu qu'au fond, ils étaient pas comme ça. Et au contraire, j'ai vu des gens rentrer très souriants et j'ai vu qu'au fond, ils étaient pas comme ça. Je vois le faux semblant quand même. Et puis de l'autre côté, ils sont malins, ils me le disent aussi, mais j'arrive à aller dans leur cœur. J'arrive vraiment à me mettre à la place des autres. C'est incroyable. Mais ça doit pas être facile parce que tu vois parfois, enfin, c'est difficile de voir qu'il y a beaucoup de fausseté ou beaucoup de... Enfin, ça doit être quelque part un peu triste. Bah oui, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, ils mettent en œuvre les gens qui viennent me voir, tu vois. C'est-à-dire que je suis vraiment, j'ai une, tu vois, je le disais encore à la dame qui vient de sortir de mon rendez-vous, je disais, j'ai vraiment de la chance parce que, eh ben, j'ai que des belles personnes, en général, hein. Ça, c'est déjà arrivé, hein, que j'ai 2, 3 emmerdeurs, mais après, on est tous pareils dans tout métier, voilà, on a tous des gens qui vont venir nous tester, qui vont, bon, mais après, je suis quand même pas mal lotie, sincèrement. Nos défunts, tous quels qu'ils soient, est-ce qu'ils ont, selon toi, la capacité de savoir ce qui est écrit sur notre chemin? Je le pense sincèrement parce que des fois, ils disent des choses qui sont tellement réelles et qui arrivent. Un jour, je dis à un monsieur qui avait perdu son fils, mais votre fils, je comprends pas, il me montre une guitare avec une inscription. De mémoire, je crois que je lui avais parlé de l'inscription M.E, je crois. Et il me dit, oh, ça me dit absolument rien. Et il va m'envoyer une photo 2 jours après d'un jeune homme qui joue de la guitare. Il est en train de boire un café, un jeune homme joue de la guitare et il y a vraiment ces lettres gravées sur la guitare. Et en fait, donc, la preuve qu'ils sont capables de voir ce qui va se passer. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont capables de voir ce qui va se passer ou est-ce qu'ils savent ce qui va se passer, je sais pas, dans la durée, c'est-à-dire jusqu'à la date de notre départ? Ils peuvent le savoir. Ils me disent pas tout, mais ils arrivent à le savoir. Tout à fait. Qu'est-ce qui filtre, à ton avis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui filtre, une autre, tu vois, d'autres instances qui filtrent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas te dire? Tout à fait. On a des guides derrière et eux, des fois, je pose des questions, je fais un peu ma curieuse, mais on me dit non, t'as pas le droit de le savoir. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, de toute façon, aucun médium ne détient la vérité. Moi, je crois que ceux qui peuvent détenir la vérité, c'est véritablement ceux qui ont fait des gros comas et tout ça et qui ont vu ce qui se passait de l'autre côté.
et qui ont vu, et ça c'est des témoignages, des expériences de mort imminente, mais après nous on détient pas la vérité. On fait passer, on sait qu'il y a une vie après, par contre on n'a pas les réponses à tout. Ça veut dire que toi, malgré tous les contacts que tu as fait avec les défunts, quelque part, tu estimes que bah, tu as qu'une petite partie, en tout cas ton prisme de cette réalité, et que tu n'as pas, tu vois, t'as pas plus de vérité ou de compréhension de comment ça se passe qu'une autre personne? Exactement. En fait, c'est un peu comme le cerveau. Le cerveau, on en connaît, je crois, de mémoire 10%. Et je crois que de l'autre côté, c'est un peu pareil. On en connaît à peine 10% de ce qui se passe. Ouais, donc là, en fait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, quoi. Mais en fait, c'est ça. On sait qu'il y a une vie après. Ça, c'est une certitude. On sait que notre vie sur Terre sert à quelque chose avec ses bons et ses mauvais moments et que c'est un examen. On sait ça. On sait que vraiment de l'autre côté, il y a quelque chose de waouh qui nous attend. Mais quand on va y arriver, on sait aussi qu'on y a déjà été, que c'est notre maison, parce que souvent on dit je retourne chez moi. Et en fait, les gens, même les gens qui ont fait des comas, ils le disent, je savais où j'étais. J'avais l'impression de retourner chez moi. Mais on oublie, on nous efface un peu dans le cerveau tout ce qu'il y a et on n'a pas les détails. D'ailleurs, en parlant de ça, de retour chez soi, dans ma pratique, donc l'hypnose transpersonnelle, j'ai eu ce matin justement un cas d'une personne qui s'est connectée et on lui a fait goûter à ça, en fait, de revenir à ce qu'il était vraiment, parce que bah il y avait, tu vois, un sentiment d'être un peu perdu dans sa vie ou de manquer de sens. Et en fait, c'est comme si on lui avait mis en perspective ce que c'est que notre vraie nature, notre vraie réalité. Il a goûté à ça. Et je pense que ça, c'est un truc, une fois que tu y as goûté, ça t'offre beaucoup de sérénité pour la suite, quoi. Ouais, mais complètement. Une sérénité, puis je crois que on vit autrement après. Exactement. Exactement. Toi, t'as pas fait d'expérience de mort imminente, c'est ça? Alors moi, j'en ai fait une qui serait trop longue à raconter, mais je sais que cette expérience m'a bouleversée. Qu'est-ce que tu en gardes du ressenti de cette expérience? J'en garde, ouais, j'y pense très très souvent. Et pour l'anecdote, quand je suis passée de l'autre côté, j'ai vu mon père et j'étais tellement contente de le voir. Et j'ai été déçue parce qu'il m'a envoyé balader en me disant mais qu'est-ce que tu fous là? Et ça, je garde cette image, bon maintenant avec le recul, mais sur le coup, j'ai été vexée. Et puis tu sais, quand t'es de l'autre côté, t'as pas cette impression d'être mort en fait finalement. Donc par contre, tu t'en fous de tout ce que tu laisses. C'est ça qui est horrible. Oui, c'est-à-dire que toi, tu te dis, bah non, j'ai pas envie de laisser mes enfants, ma famille, mon conjoint, etc. Alors qu'en fait, quand tu es dans cet état-là, tu es tellement bien que finalement, tu relativises. Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable parce que, en fait, quand t'es là-bas, égoïstement, tu ne penses pas à ce que tu laisses. Je peux pas décrire cette sensation avec des paroles, mais effectivement, c'est hyper bizarre. Ouais, c'est comme si on te donnait un angle de vue complètement différent et que tout ce qui te paraissait important sur cette terre, dans ta vie incarnée, ne l'est plus, quoi. Tout à fait. Exactement. Exactement. Ok. Donc on l'a dit, l'une de tes particularités, c'est que tu fais des contacts défunts en salle, et tu en fais beaucoup. Premièrement, est-ce que c'est différent pour toi de faire des contacts en salle que de faire des contacts individuels, et quelle différence? Alors, évidemment, en salle, puisque je veux faire plaisir à beaucoup de monde, je vais aller dans le détail, mais ça va être beaucoup moins long, bien évidemment. Donc, ça va être toute la différence. La différence aussi avec une salle, c'est qu'on va combler pas mal de monde en peu de temps. Voilà, enfin en peu de temps, en une heure, plus d'une heure et demie. Donc, et même ceux qui n'ont pas des messages vont le recevoir comme un message. Donc voilà. En cabinet, c'est plus intime. J'adore ça, moi. Ça va être plus intime. On échange, on papote. En plus, moi, je parle tout le temps, donc au-delà de ça, on papote de tout. Et bien sûr, ça va être plus intime, plus. Puis il y a des choses en salle que je ne parlerai pas, que je vais parler en intimité. C'est évident. Comment, de ton côté, tu vois, quand tu es en salle, imaginons une salle de 250 personnes, tu dois avoir des défunts, autant de défunts, voire si ce n'est plus, que de personnes assises dans la salle. Et oui, mais de l'autre côté, après, ils font
alors j'aime pas le mot tri parce que c'est pas des objets, mais ils vont faire passer ce qui est nécessaire d'abord. Même si ce serait nécessaire pour tout le monde. Mais en tout cas, les messages importants, ils vont les faire passer d'abord. Et puis, tu sais, il y a peut-être aussi des défunts qui n'ont pas envie de me parler non plus. C'est pas parce que je suis médium que le défunt a envie de parler à Céline Frano. Il peut aller voir d'autres médiums, ça passera. Il y en a avec qui ça va être moi, il y en a d'autres ça va être Pierre, Paul, Jacques, voilà. Ouais, ils ont leur tête, quoi. Bien sûr. C'est une question, j'imagine, de compatibilité, de caractère, de vibration, ce genre de choses, quoi. Je suis sûre que c'est une question de vibration et ça, on me l'enlèvera pas. Donc, selon toi, il y a là encore des hautes instances, bon, des guides, hein, pour appeler comme on les appelle, des guides qui s'occupent, qui sont en charge de hiérarchiser le passage de ces défunts, pour pas que toi tu sois submergé, c'est ça? Tout à fait, exactement. Ça permet de me protéger, ça va leur permettre de, comment dirais-je, c'est une forme de hiérarchie. On va leur dire, voilà, tu peux passer, etc. Donc après, je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est pas moi qui vais décider. C'est pour ça que les gens des fois ils me disent, j'aimerais bien un message avec telle personne. Je peux pas vous l'inventer si je l'ai pas, et je le ferai jamais. Et pour ce faire, tu as besoin, toi, de support photo, ou tu as besoin de quelque chose, ou ça vient ça vient comme ça, en fait? Je n'ai absolument pas besoin de photos, ça vient comme ça. Même quand on vient te voir? Ouais, même quand on vient me voir. Alors des fois, moi je vais te dire par exemple, il y a un tel qui est parti, etc. Et puis là, les personnes des fois vont me dire, bah oui, j'ai la photo, je peux vous montrer. Est-ce que c'est bien lui? Je vais leur confirmer. Mais voilà, mais si j'ai pas de photo, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si les personnes viennent avec peut-être plusieurs défunts, forcément ils ont plusieurs défunts dans leur entourage, bah il y en a un qui va se présenter parce que c'est la priorité, c'est le défunt qui doit se présenter. Toi tu sais pas, simplement t'accueilles et tu retransmets, quoi, c'est ça? En fait, j'accueille, je retransmets. Des fois, c'est pas ceux qu'ils ont envie d'avoir directement, mais ils le savent avec moi. Les gens le savent en général que voilà, je vais pas. Alors bien évidemment, quand c'est des gens qui ont perdu vraiment quelqu'un d'important, je vais essayer quand même d'aller chercher l'info, mais je ne pourrai pas inventer ce que je n'ai pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que parfois les défunts qui se présentent, ils se présentent aussi parce que c'est important dans leur évolution pour eux de passer des messages, ou est-ce que c'est toujours parce que la priorité c'est le message que doit entendre la personne qui est venue assister à la conférence? C'est un petit peu les deux, mais je dirais que eux aussi, ça les fait évoluer, puis ça les soulage de pouvoir passer un message. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils voient que leurs proches là sur Terre, ils sont à ras de terre parce qu'ils sont malheureux, ça va les soulager de pouvoir montrer qu'ils sont là pour aider leurs proches. En fait, plus ils vont nous voir nous heureux, plus ils vont être heureux. Ça paraît logique. Est-ce que dans ces défunts, tout à l'heure, tu nous as dit qu'il y a ceux qui peuvent pas voir ta tête et qui vont pas venir. Est-ce que dans cette même logique, il y a des défunts qui ne sont pas du tout contactables? Alors, personnellement, ça m'est arrivé quelquefois, rarement, très rarement. Ça fait partie, dans l'année, on va avoir 2 personnes. Tu vois ce que je veux dire? L'autre fois, récemment, j'ai eu un jeune homme qui m'a appelé, sa compagne était partie. Je n'ai jamais réussi à avoir le contact, jamais, jamais. Donc le pauvre, je l'ai reporté 15 jours après, on a recommencé, rien du tout. Et il me disait que j'étais la 4e qui consultait et que les cartes, c'était pareil. Point d'interrogation. Dans ces cas-là, tu demandes pas au guide, les gars, dites-moi au moins ce qui se passe, quoi. En fait, on va juste me dire, il ou elle est bien, mais pour l'instant, il ou elle ne peut pas communiquer, ou elle ne veut pas, ou il ou elle est occupé. Voilà. C'est pas grave en soi, c'est peut-être qu'ils ont envie aussi des fois d'être tranquilles, attention. Hein. Oui, tout à fait. Au moins, déjà, si on peut te dire tout va bien, c'est déjà une bonne chose. Oui, ça on le dit, je rassure quand même. Et souvent, tu vois, quand on communique avec des médiums, ils te disent que l'un des cas qui pourrait faire qu'ils ne peuvent pas communiquer avec un disparu, c'est le fait qu'il se soit déjà réincarné. Est-ce que toi, tu as ce type de cas? Alors, moi, s'il serait incarné trop vite, je serais au chômage. Donc déjà, on serait un peu emmerdé. C'est ça. Non, en fait, j'ai toujours cette notion bien sûr que la réincarnation existe et bien sûr que... Mais elle n'est pas immédiate, déjà, pour commencer. Et deux, tant qu'on pense à eux avec amour, et ben ils sont toujours là-bas. Donc, on les retrouvera.
Donc oui, il y a réincarnation, mais pas immédiate. On a le temps quand même. Hein. Mais est-ce que le fait, imaginons qu'un défunt se soit réincarné, est-ce que toi, ça t'empêcherait de communiquer avec lui, ou est-ce que quelque part, ce avec quoi, entre guillemets, tu communiques, c'est tu vois, une source d'information et que celle-ci, elle est toujours disponible? En fait, j'aurai la source d'information d'un guide qui va me dire, bah non, il est reparti sur Terre, tu peux pas. Tu nous as dit donc il y a des cas qui sont plus sensibles que d'autres. Est-ce que toi, il y a des informations que tu te refuses à donner? Bien sûr. Alors pas tout le temps, je suis assez honnête avec les gens. Bon après, évidemment, je vais prendre des pinces si j'ai quelque chose. Mais oui, s'il y a des trucs trop graves, je le dirai pas. Je peux pas, par exemple, dire à quelqu'un attention, votre enfant, il va avoir un accident de la route ou voilà. Par contre, je vais prévenir quand même. Je vais dire attention, voilà. Mais après, c'est rare parce que de l'autre côté, ils me donnent pas toutes les infos non plus. Hein. Et puis ils savent que moi, je suis quelqu'un de très positif, donc je vais essayer de tirer le maximum d'infos positives. Et je pars du principe aussi que il faut rester dans le positif et vivre ce qu'on a à vivre au jour le jour. Ouais. J'allais te demander, tu vois, dans quelle mesure, vu que j'imagine que ce qu'ils peuvent te donner, c'est filtré, entre guillemets, c'est encadré par les guides, dans quelle mesure, s'ils te donnent ce type d'informations-là, c'est juste ou ça a du sens, quoi? Bon, ça m'est arrivé de dire à une dame un jour, oh là là, attention, j'entendais attention à sa tête, attention, donc attention à votre tête, allez faire des examens quand même, allez faire des examens. Puis elle m'envoie un message peut-être 3 jours après en me disant j'ai pris rendez-vous, je vous ai écouté, puis la pauvre elle a pas eu le temps parce qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. Voilà. Mais c'est rare, c'est des cas rares. Et puis de l'autre côté, moi des fois ils me donnent pas plus. J'imagine que de la même manière que tu as posé ton cadre pour être coupé quand tu rentres chez toi, tu peux poser ton cadre pour dire bah, ce type d'information, je ne veux pas le recevoir. Exactement. Après, moi, je suis plus dans le fait de passer des messages que d'annoncer des décès, par exemple. Hein, tu vois. Ouais, j'imagine. Moi, je fais le service après-vente, moi, comme je dis. Ok. Est-ce que ce métier et puis tout ton parcours de vie lié à cette connexion à l'invisible, ça a changé, toi, ton rapport à ta propre mort? Ah oui, non, mais alors moi, j'ai absolument pas peur de partir. Genre, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'en suis même curieuse. Mais à côté de ça, je suis très ancrée ici. Et voilà, j'adore la vie ici aussi. Donc, mais bien sûr que ça a changé. Et ça a fait plus que ça. Ça a changé ma perception vis-à-vis aussi des gens. De me dire que bah, les prises de tête, c'est dérisoire. Voilà, même si je m'entends pas avec quelqu'un, bah c'est pas grave, ça veut pas dire que cette personne c'est une mauvaise personne, c'est peut-être que nos énergies sont pas les mêmes, ça m'a changé beaucoup de choses, vraiment. Ouais, ça t'a donné un autre regard sur tout ce qui peut se jouer dans cette pièce de théâtre, quoi. Ah mais exactement, t'as dit le mot dans cette pièce de théâtre, je me dis que on a un rôle aujourd'hui, demain tout peut basculer, on peut être haut placé aujourd'hui et demain être bien bas. Voilà, et je pense que tout ça c'est géré, il faut faire attention et que je fais pas attention à tout, je râle comme tout le monde, mais par contre une chose est sûre, c'est que je fais preuve d'aucune méchanceté. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui, tu vois, sont comme toi il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est-à-dire que c'est des jeunes médiums qui commencent à percevoir des défunts? Tu vois, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à la Céline Franou d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans? Simplement de se faire confiance, qu'on a besoin de gens aussi comme ça dans notre monde. Hein. De toute façon, rien n'est au hasard et si c'est là, c'est que ça doit y être. Et surtout de rester humble et de rester tel que l'on est et de ne jamais changer. Mais par contre, on a besoin le soleil brille pour tout le monde et on a besoin de gens comme ça et voilà. Donc moi, je dirais, fais-toi confiance et fonce. Message passé. Dans ton parcours de médiumnité et de vie, tout simplement, est-ce que tu as eu, tu vois, des mentors ou en tout cas dans ce domaine-là, des gens qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont aidé à justement à prendre cette confiance? Alors,
Je me suis toujours fait toute seule. Par contre, bien sûr, j'ai rencontré des gens qui m'ont waouh. Je me rappelle d'avoir été aux conférences quand j'étais jeune de Rénal Roussel. Et j'avais les mêmes ressentis que lui. Je me suis dit waouh. Dans des salles bondées de monde, etc. En fait, je pense vraiment à lui parce que c'est lui qui m'a donné envie vraiment de faire des salles quelque part. Très bien. Eh bien, petit hommage à Rénal Roussel, et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à vraiment regarder ce qu'il fait ou même ce qu'il a publié. C'est passionnant. Céline, je vais te remercier pour ce moment délicieux passé ensemble. Je vais simplement terminer cet entretien en te posant une dernière question qui est pour toutes les personnes qui s'éveillent à ce monde invisible, et c'est le cas des personnes forcément qui écoutent ce podcast. Quel serait le conseil que tu pourrais leur donner pour ne pas être noyé dans cet océan d'informations maintenant, dans notre époque, et puis envisager ce chemin avec sérénité? En fait, déjà, le conseil que je peux leur donner, c'est si un jour même ils vont consulter quelqu'un, c'est de le faire au bouche à oreille et de se sentir bien avec la personne qu'ils ont en face, d'évoluer tranquillement. Personne ne doit leur dire ce qu'ils doivent faire, comment il faut le faire et de quelle manière le faire. Il faut qu'ils le fassent avec leur cœur et leur amour. Et puis ils trouveront le chemin. De toute façon, s'ils écoutent ça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'ils doivent l'entendre. On va terminer là-dessus, c'est parfait. Merci encore à toi, Céline, et évidemment, merci à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Merci à toi de ta gentillesse.